soir, François Mitterrand comprend les infirmières, réprimande les agriculteurs, encourage Édith Cresson à admettre la sinistrose, mais garde le cap. Voilà l'essentiel de l'intervention du chef de l'État ce matin sur France Inter, extrait choisi par Albert Ipamonti. Il n'est pas acceptable que ces bandes continuent de brûler, de frapper, de détruire, de casser. Et là, le gouvernement a reçu des instructions tout à fait précises. Il faut désormais que ceux qui ont la charge de l'ordre, c'est-à-dire police, gendarmerie, justice, fassent leur devoir. C'est un personnel particulièrement exposé, auquel on demande beaucoup, auquel on demande souvent trop. Et de ce fait, il incombe à la puissance publique, à l'État, mais aussi à tous ceux qui concourent aux services de santé, aux médecins, à toutes les organisations décentralisées, de veiller à ce que les infirmières aient leur dû. J'aime mieux quelqu'un qui assume l'impopularité pour servir le pays et exécuter la politique dont elle a la charge, que quelqu'un qui s'effondrerait ou qui se diviserait en sourires de toutes sortes pour plaire à tout le monde. Gouverner, ce n'est pas plaire. Le chef de l'État réussira-t-il à désamorcer la crise sociale qui semble couver et la crise politique que certains prévoient ou espèrent? Il est évidemment trop tôt pour répondre, mais déjà les infirmières ont réagi à leur manière en maintenant la manifestation prévue pour aujourd'hui à Paris. Une déception d'un côté, mobilisation de l'autre. Jamais depuis le début du mouvement on avait vu autant d'infirmières et de personnel de santé dans les rues. En tout, plus de 20 000 personnes et surtout une menace, la rupture des négociations s'il n'y a pas de nouvelles propositions. Laurence Bobillier, Thierry Isaac. Côte à côte, dans la rue, médecins et infirmières. Leur colère n'est pas apaisée. Les forces de police étaient très discrètes cet après-midi alors que plus de 20 000 blouses blanches ont défilé dans le calme pour dénoncer les violences de jeudi dernier, exprimer leur ras-le-bol et exposer une nouvelle fois leurs revendications. Ils ne proposent pas grand-chose par rapport à tous les besoins de toute la France. Nous n'avons pas été entendus et donc nous revenons dans la rue pour essayer cette fois-ci d'obtenir quelque chose. Nous sommes scandalisés par ce qui s'est passé jeudi dernier. Le dialogue avec les lance-incendies et les bombes lacrymogènes, c'est inadmissible, c'est une honte. Les dernières propositions formulées par le ministre délégué à la Santé Bruno Durieux et les propos tenus par François Mitterrand ont déçu. Mitterrand, lui au moins nous ferait des propositions puisque paraît-il qu'il nous aime. Alors voilà, Mitterrand, vous nous avez déçus. En fin d'après-midi, une délégation a été reçue à l'Élysée par un conseiller du président de la République. À l'issue de l'entrevue, les réactions sont amères. Mais c'est encore M. Lavergne, sous-conseiller, sous-directeur, on ne sait plus qui nous reçoit, et qui dit que le président de la République cautionne les mesures présentées par M. Durieux. C'est une farce, cette réception. Vous savez que moi, je ne ménage pas mes mots. D'ailleurs, je vais vous dire, jusqu'à présent, j'avais, je crois, paraît-il, un peu d'estime et de confiance du président. Peut-être que je vais la perdre, mais j'ai rien fait pour ça. Demain, une opération zéro infirmière sera déclenchée dans les hôpitaux. C'est donc dans un climat très tendu que les négociations vont reprendre. De leur côté, les agriculteurs ont répondu au président de la République par la voix de Raymond Lacombe et sur un ton amer. Nous ne sommes pas des casseurs, a dit le président de la FNSEA à TSF Humanité tout à l'heure. Reste à savoir si la base va confirmer le propos dans les jours qui viennent. À Montauban, en tout cas, les agriculteurs n'ont pas relâché la pression. Ils ont manifesté calmement mais fermement devant la gendarmerie en réclamant la libération de 6 de leurs responsables syndicaux. Ils ont été en effet libérés mais inculpés. Reportage sur une journée de contestation, Carlos Pélinchon et Denis Aymar-Dunker. Après une longue nuit d'attente, les visages sont marqués. Les agriculteurs s'attendaient à la libération de leurs responsables syndicaux. En début de matinée, ils sont toujours retenus en garde à vue. Il ne faut pas user de la guerre des nerfs. Point à la ligne. C'est tout. Sachez que tout est prêt chez nous, autant sur le plan départemental que sur le plan régional. Paris est informé, je fais un déclic et ça part. Alors il ne faut pas abuser. 14 heures précises, et alors que les différents syndicats sont réunis à la Cité de l'Agriculture pour étudier la situation, un peloton de CRS bloque la circulation. Les 6 agriculteurs sont alors embarqués à bord d'un car de la gendarmerie. Direction le palais de justice, la tension est à son comble. Vous voyez un petit peu, on nous demande d'être calme, on est resté calme. Hein, on se mobilise, on est là, on laisse faire, on laisse nos gosses. Vous voyez comment on nous tourne.
Par crainte de dérapage incontrôlé, un dispositif de sécurité boucle tous les accès piétons au palais de justice. Blocus de courte durée puisqu'une demi-heure plus tard, les 6 responsables syndicaux sont remis en liberté, mais inculpés de participation à une manifestation non autorisée. Nous sommes des responsables et nous l'assumons, mais nous ne sommes pas des casseurs. Après 36 heures de garde à vue, les agriculteurs inculpés ont regagné en fin d'après-midi leur domicile. Ils encourent une peine de 15 jours à 6 mois de prison et entre 60 francs et 20 000 francs d'amende. Quant aux hommes politiques, leurs réactions ne surprennent pas. La majorité socialiste applaudit et l'opposition se dit déçue et déterminée à la fois. RPR, UDF, Parti communiste et Front National, tous ont été critiques à propos de l'allocution du chef de l'État. Des critiques qui coïncident avec le dépôt d'une motion de censure du RPR, de l'UDF et de l'UDC sur le budget. Ce n'est sûrement pas un hasard. Michel Lemerle, Philippe Jasselin. À côté du sujet, note l'opposition en marge de la copie présidentielle. Et elle précise ses griefs, le chef de l'État vit hors du temps et hors des préoccupations des Français. Je l'ai trouvé sans souffle, sur la défensive et sans projet. Pour notre pays, c'est inquiétant. D'accord sur la critique, les députés de l'opposition le sont moins sur la manière de traduire leur mécontentement. Certains ont même proposé une grève des parlementaires ou une démission générale des députés d'opposition pour provoquer de nouvelles élections. Ils ont finalement opté plus classiquement et sans grande illusion pour le dépôt d'une motion de censure. Notre motion de censure va renforcer notre critique à l'égard de la position du gouvernement. Les communistes détiendront le sort du gouvernement. Et les députés communistes vont être au pied du mur. Car la CGT participe à toutes les manifestations dans les rues. Eh bien, nous allons voir si aujourd'hui, les députés communistes vont une fois de plus sauver ce gouvernement moribond. Les communistes très critiques à l'égard du président confirment néanmoins qu'il n'est pas question de voter cette motion de censure. Nous ne pouvons pas nous prêter à cette opération de la droite. Nous votons contre le budget, nous confirmons ce vote contre de l'ensemble du budget présenté par le gouvernement et nous demandons un changement de politique. La droite voudrait discuter de cette motion jeudi, temps fort du mouvement social, pour lui servir de caisse de résonance. Décision demain lors de la conférence des présidents à l'Assemblée. L'opposition est en tout cas prévenue. Le chef de l'État a bien l'intention de se montrer combatif et de monter, s'il le faut, à nouveau en première ligne, Arlette. Oui, dans le discours de François Mitterrand ce matin, il y avait au fond 3 messages. Premier message, c'est l'affirmation de l'autorité de l'État face aux violences des agriculteurs. Deuxième message à destination de tous les Français, soyez responsables et conscients des réalités. Chaque fois qu'une catégorie sociale demande de l'argent au gouvernement, en fait, elle demande de l'argent aux autres Français. Troisième message, pour combattre la sinistrose ambiante, le président de la République rappelle et redessine la construction européenne en rappelant que c'est l'essentiel. Alors, en parlant ainsi, on l'a compris ce matin, François Mitterrand volait en quelque sorte au secours du gouvernement et semblait combler une certaine absence, celle du Premier ministre. Aujourd'hui, seuls Bercy et Pierre Bérégovoy semblent solides dans la tempête. Mais du coup, il s'expose. Évidemment, lorsque François Mitterrand monte ainsi en première ligne, il est la première cible. On le voit aujourd'hui, l'opposition l'attaque directement. Mais il n'a pas le choix. Aujourd'hui, François Mitterrand ne bénéficie plus de cette protection naturelle que constitue généralement le Premier ministre. Il s'adresse donc aux Français et il prend des risques. Mais tant qu'il ne voudra pas ou ne pourra pas se séparer effectivement de son Premier ministre, tant qu'il ne voudra pas ou ne pourra pas dissoudre l'Assemblée, il n'aura pas d'autre choix que de se consacrer à cet exercice périlleux. Merci Arlette. Dernier volet de cette actualité sociale avec la reprise des négociations à la fonction publique et l'espoir d'un accord salarial. Le gouvernement fait en effet le forcing pour trouver un accord. Jean-Pierre Soisson a d'ailleurs amélioré ses propositions et parle ce soir de 6,5% d'augmentation d'ici à 93. Cela pourrait décider plusieurs syndicats à signer ce soir. Claude Guénaud et Alain Thomas. Une négociation présentée comme celle de la dernière chance. Il y aura cette nuit ou signature ou rupture. Pour arracher au moins l'accord de la FEN et de la CFDT, puisque FO et la CGT ne signeront pas, Jean-Pierre Soisson a revu en hausse ses propositions. 6,5% d'augmentation au lieu de 6,1%, étalée du 1er août 90 au 1er février 93. 6,5% d'augmentation alors que la FEN et la CFDT revendiquaient 6,6%, l'écart est trop faible pour conduire à la rupture. Reste encore à négocier le calendrier, jugé trop étalé, alors que l'accord semble se faire sur la clause de sauvegarde en cas de dérapage de l'inflation. Alors que les négociations sont sur le point de se terminer, Jean-Pierre Soisson est donc à 2 doigts d'une signature avec 5 syndicats de fonctionnaires sur 7, dont la FEN et la CFDT. S'il y arrive, ce sera une victoire à l'arraché pour le gouvernement, alors qu'un échec risquerait de raviver les tensions sociales.
Les 3 anciens directeurs de la santé inculpés à la suite de la contamination des hémophiles refusent d'être ce qu'ils appellent des boucs émissaires et rejettent une partie de la responsabilité sur les politiques. Ils désignent en effet ce soir des responsables au plus haut niveau, c'est-à-dire au sein du gouvernement de l'époque. Alors qui était vraiment au courant de la contamination de ces lots? Enquête de Clément Veyrenal. Mai 1985, la menace du sida en France se fait plus précise et surtout le mécanisme de contamination du virus par voie sanguine commence tout juste à être compris. Le 9 mai, le docteur Garetta, directeur du CNTS, écrit au ministère des Affaires sociales une note confidentielle. Le docteur Garetta souligne le danger du fameux facteur 8, un dérivé sanguin injecté aux hémophiles et dont les stocks sont à l'époque entièrement contaminés. 3 mois de retard signifient la mort de 5 à 10 hémophiles. C'est une urgence absolue d'interrompre la propagation de cette contamination, écrit le docteur Garetta. Le même jour se tient une réunion interministérielle, toujours confidentielle. On va discuter de l'opportunité ou non de dépister les dons de sang. Seulement voilà, la guerre franco-américaine des tests de dépistage fait rage et les Américains disposent déjà du test Abbott. En France, l'Institut Pasteur a besoin de quelques semaines encore. Pour préserver le marché français, on décide d'attendre. D'un commun accord, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'économie, le Premier ministre demande que le dossier d'enregistrement du test Abbott soit retenu quelque temps encore au Laboratoire national de la santé. Quelques jours plus tard, le 29 mai, le docteur Garetta, lors d'une nouvelle réunion, rappelle le danger des stocks contaminés. C'est aux autorités de tutelle de prendre leurs responsabilités et de nous interdire de céder les produits, écrit le docteur Garetta. Aujourd'hui, le docteur Netter, inculpé dans cette affaire, rappelle cette responsabilité collective. Les politiques comme les scientifiques, comme les hémophiles, étaient parfaitement au courant de la situation. Ils n'étaient peut-être pas au courant de la gravité, d'une aussi grande gravité de la situation, mais ils étaient tous au courant. Il faudra attendre le mois de juillet pour qu'un arrêté du ministre des Affaires sociales de l'époque, Georgina Dufoy, retire progressivement les produits contaminés et ordonne le dépistage. Aujourd'hui, Georgina Dufoy et le secrétaire d'État à la santé de l'époque, Edmond Hervé, se refusent à toute déclaration. Jean-Louis Bianco, le ministre des Affaires sociales, tient tout de même à protester contre la diffusion d'informations qu'il juge trop alarmistes. Écoutons-le. Je tiens à redire qu'il est absolument inadmissible que par le choix d'un titre, quel que soit le sérieux de l'article, on vise à affoler la population en laissant croire que 400 000 personnes en France seraient menacées. La contamination éventuelle par le virus de l'hépatite porte à l'évidence sur des nombres beaucoup moins importants, donc je demande instamment à tous ceux qui exercent des responsabilités, responsabilités comme directeur de publication, responsabilités comme journaliste, responsabilités comme homme politique, de toujours se rappeler que le don du sang est une priorité nationale et qu'il ne faut pas diffuser de nouvelles alarmistes. Jean-Louis Bianco a promis une indemnisation rapide des hémophiles. Libre, enfin libre, après plus de 4 ans de captivité au Liban, l'ex-otage américain Jesse Turner a quitté et sa géole et ce pays. Éprouvé par une si longue période de captivité, il a juste prononcé quelques mots à Damas avant de s'envoler pour Wiesbaden, où il est soigné ce soir à l'hôpital militaire. Laurence Piquet. Jesse Turner, libre et apparemment en bonne santé. Comme tous les ex-otages américains, à peine arrivé, il s'est rendu à l'hôpital militaire de Wiesbaden, où il va subir des tests durant plusieurs jours. Comme d'habitude, le chemin de la libération passe par Damas. C'est dans la capitale syrienne, sous le portrait de Hafez el-Assad, qu'il fait ce matin sa première apparition. Je suis très heureux d'être enfin sorti et j'attends de voir ma famille et mes amis. Une voix à peine audible, un homme fatigué par 4 ans et demi de détention. Question d'un journaliste, avez-vous vu d'autres otages durant votre détention? Silence embarrassé, Turner ne répond pas. Une libération qui s'inscrit dans le cadre d'un règlement global du dossier des otages occidentaux au Liban et prisonniers arabes d'Israël. Hier, l'État hébreu relâchait 15 prisonniers libanais, il en détient encore plus de 300. Au Liban restent 8 otages occidentaux, 4 Américains, 2 Allemands, un Britannique et un Italien.
Yasser Arafat n'ira pas à Madrid la semaine prochaine pour la conférence de la paix au Proche-Orient, mais il n'entend pas rester absent pour autant. Sa visite éclair à Paris l'illustre. Entretien avec Elias Raoui, le président libanais, entrevue avec Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères français, rencontre avec Boris Pankin, le chef de la diplomatie soviétique. Tout cela aujourd'hui en quelques heures à Paris. Reportage de Pascal Verdeau, Joël Hazard et Marie-Hélène Roqueton. 15 heures, le petit appareil de l'OLP en provenance de Tunis se pose à Orly-Sud. Souriant, Yasser Arafat, comme à l'accoutumée. Après avoir fait monter la pression hier et déplorer l'insuffisance des garanties américaines, le leader de l'OLP attend des soviétiques qui l'aident à renouer le dialogue avec les États-Unis. Embrassade au salon d'honneur avec les frères arabes, toute l'énergie du leader palestinien vise à constituer un bloc arabe qui, à Madrid, devrait parler d'une seule voix face à Israël. Une heure plus tard, arrivée de Boris Pankin, accueille à la soviétique un peu compassé. Pankin, nouveau patron d'une diplomatie à la remorque des États-Unis, pas de déclaration fracassante, Moscou est fier de coparrainer la conférence de la paix. Nous travaillons ensemble, la main dans la main. Au même moment, Yasser Arafat arrive au Quai d'Orsay. C'est la première fois que Roland Dumas l'y reçoit depuis la guerre du Golfe. Une rencontre souhaitée par le chef de l'OLP afin de redorer son blason à quelques jours de la rencontre historique de Madrid. L'occasion aussi de relativiser l'exclusion de l'OLP de la conférence de paix au Proche-Orient. Personne ne peut cacher le soleil avec ses doigts. Vous savez que chaque Palestinien qui sera présent à Madrid représentera l'OLP. Car tout Palestinien, où qu'il se trouve, est un membre de l'OLP. Une brève rencontre au palais de Marigny avec le président libanais, puis Yasser Arafat rejoint Boris Pankin. À défaut de pouvoir parler au dieu américain, Arafat s'adresse à l'un de ses disciples de Madrid, Boris Pankin. Yitzhak Shamir n'ira pas non plus en personne à Madrid, mais il reste lui aussi très présent. Le Premier ministre était tout à l'heure à Strasbourg pour dire et répéter qu'il ne cédera pas sur le statut de Jérusalem. Le statut de Jérusalem ne sera pas discuté à la conférence. À cette conférence, il ne sera jamais discuté dans une autre conférence. Pour nous, Jérusalem est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Maintenant, les autres faits marquants de l'actualité en France, résumés par Alain Chabot. Le PDG de la société EBS inculpé aujourd'hui pour blessure involontaire ainsi que le directeur de cette entreprise lorraine. En août dernier, 2 employés intérimaires avaient été gravement irradiés par un accélérateur de particules alors qu'ils travaillaient dans les locaux de l'entreprise. Depuis, les 2 hommes sont toujours hospitalisés et l'un d'eux devrait être prochainement opéré. Les recherches se poursuivent près de Perpignan où l'on est toujours sans nouvelles d'Ingrid et Muriel, 2 fillettes disparues depuis samedi. Environ 300 pompiers, gendarmes et sauveteurs ont continué aujourd'hui à ratisser le secteur. Les enquêteurs privilégient désormais l'hypothèse d'un enlèvement ou d'une séquestration. Le bâtonnier du barreau de Dijon placé en garde à vue. Maître Bernier est frappé d'une interdiction d'exercice décidée hier par le Conseil de l'Ordre des avocats. Une information judiciaire devrait être ouverte demain à son encontre pour détournement dans une affaire de liquidation d'entreprise. De sérieuses difficultés dès demain pour les usagers des transports. Air Inter ne pourra assurer que 25 à 30% de ses vols, en raison d'une grève de 24 heures à l'appel du personnel au sol et de certains pilotes et mécaniciens navigants. Demain soir à partir de 20 h, c'est la SNCF qui connaîtra à son tour des perturbations pour une grève prévue jusqu'à vendredi matin 8 h. Avenir incertain pour le Brest Armorique après l'annonce du dépôt de bilan du club de football breton. Plusieurs scénarios sont envisageables. Liquidation pure et simple, maintien en division 2 ou relégation en 3e division. Les dirigeants du Brest Armorique ont fait savoir aujourd'hui que tout dépendait maintenant de l'intervention d'éventuels repreneurs. Bon anniversaire, la télé libre salue les radios libres qui fêtent aujourd'hui leur 10e anniversaire et qui ont même droit à un salon au CNIT. Elles sont si nombreuses. Et sur la bande FM, on assiste effectivement à une cohabitation étonnante et même amusante. D'un côté, les grandes radios musicales et commerciales, de l'autre, des mini-radios qui ont gardé l'esprit de la belle époque, des radios familiales même. C'est le cas à Caen, en Normandie, où Radio Vesuvio offre depuis toujours un programme plus qu'original. Anne Rongère, Romain Teboul. Tout à l'heure, maintenant se fait casser la croûte.
Du micro au casse-croûte, il n'y a qu'un pas. Car c'est dans la salle à manger que Mario a bricolé son studio. Voilà 8 ans que cet ancien maçon d'origine italienne a monté de toutes pièces sa radio. 1033 tours, souvent très rares, plus de 6000 cassettes. Mario et sa femme se relaient aux manettes plus de 15 heures par jour. Ce soir, je crois que c'est le Cotton Dockman d'Offenbach, oui, un fou de radio comme on n'en fait plus. Avec ses coups de cœur pour le bel canto et aussi ses coups de gueule. Contre la pub, par exemple. Pour Mario, elle a sonné le glas de l'esprit pionnier. Lui, c'est sur sa retraite qu'il a financé son matériel, logé faute de place, dans la cuisine. Pour moi, la satisfaction, c'est quand je reçois un petit mot d'un pépé ou mémé, à dire Mario, voilà, grâce à vous, j'ai passé une soirée agréable avec votre musique. Ça, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. C'est un chèque, plein de valeur humaine. Une passion pas égoïste. Poète à ses heures, Mario ouvre l'antenne aux habitants du quartier. Eh bien, Simone va réciter un poème. Oui, merci. Un petit poème que j'avais écrit le 3 février 89. La photo. La photo, c'est faire revivre le passé. Il est toujours présent dans nos pensées. Les gens vont dire, par exemple, je vais mettre la radio, je vais écouter ça. Que quand on parle, c'est pas pareil. Les gens prennent pas attention. Que la radio, ils se disent, tiens, faut que j'écoute quand même. J'écoute, c'est beaucoup mieux. Et ça marche. Capté dans un rayon de 80 km, Radio Vesuvio reçoit des dizaines de lettres chaque semaine et les échanges de cassettes se multiplient. Un succès qui fait oublier des débuts difficiles. On disputait souvent parce qu'il se couchait à 3 h du matin, il n'était pas encore couché. Il me demandait qu'est-ce qu'il faisait, je me levais. Alors il me disait, c'est pas la peine de te lever. Il m'envoyait sur les roses, c'est quoi de le dire. Qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à 3 h du matin? Il faisait des enregistrements, il préparait le travail. Simone et Mario savent que leur passion peut faire sourire. Mais aux moqueurs, ils répondent inébranlables, les radios n'ont plus de libre que le nom, alors laissez vivre Radio Vésuve. Le Tour de France devient le Tour d'Europe, 3830 km et 6 pays de la communauté traversés. Les cyclistes en 92 vont pédaler dans le sens de l'histoire. Mais cela ne fait pas que des heureux. On oublie pour cette année, enfin un petit peu, la grande tradition des Pyrénées et ça grogne dans le peloton. Didier Balèze. En 92, ils avaient le droit de le faire. Après, peut-être pas, mais là, ils ont le droit. Ils savent que c'est pas de gaieté de cœur que nous avons fait ça. Ils savent que peut-être que pour 50 ans, on n'osera plus jamais faire ça. Exceptionnel et polémique, voilà ce qui peut qualifier le 79e Tour de France. On remarque un tracé audacieux qui rend hommage à la communauté européenne. Départ de San Sebastián le 4 juillet avec un prologue de 8 km. Principale anomalie, on escamote les Pyrénées pour la première fois depuis 1910. Ce sont les montagnes qui ont fait l'histoire de le Tour et il est quelque chose qui n'a pas le Tour. C'est en effet dans l'Aubisque et le Tourmalet que s'est écrite en partie la légende du Tour. Et c'est là que Greg LeMond a craqué en 91. La traversée de 7 pays européens aura pour conséquence 3 longs transferts qui fatigueront encore les organismes des 198 coureurs répartis en 22 équipes. J'ai été étonné de voir tant d'étapes à l'étranger. Je me suis demandé au départ si c'était pas le Tour de la communauté européenne. Il va falloir que j'apprenne un petit peu l'allemand, l'italien. Le cru 92 sera excellent avec 3 contre-la-montre de plus de 60 km très éprouvants. Seul un coureur complet peut espérer s'imposer. Ce tour est très difficile, plus difficile que l'an dernier. J'ai noté 2 grandes étapes de montagne dans les Alpes qui devraient faire la différence. En résumé, il sera impératif d'être bon en montagne, bon rouleur, très performant contre la montre pour figurer sur le podium final. C'est la fin de ce 19-20. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h20. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bonne soirée sur la 3. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.